Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une idée assez déroutante. Et si certains traits psychologiques qu'on a l'habitude de voir comme des troubles étaient en fait des atouts parfaitement adaptés à notre civilisation actuelle? On va partir d'un constat clinique bien réel pour aboutir à une question beaucoup plus large sur notre société. Voilà, c'est vraiment la question qui va nous guider. Est-ce que certains comportements, souvent vite étiquetés comme problématiques, ne seraient pas en réalité parfaitement fonctionnels, voire même valorisés par le monde dans lequel on vit? C'est une idée qui bouscule un peu, alors on va creuser ça ensemble. Bon, pour commencer, tout part d'un problème bien identifié dans le monde de la psychiatrie, la façon même dont on pose un diagnostic. Ok, posons les bases. Des études très sérieuses montrent que, face à des symptômes qui sont pourtant similaires, le diagnostic d'un trouble de la personnalité peut changer du tout au tout selon si la personne est un homme ou une femme. Et ça, ce n'est pas un détail, parce que ça change absolument tout pour la suite, pour le parcours de soins. Et là, ce biais devient très concret. Pour les mêmes traits antisociaux, un homme va souvent recevoir le bon diagnostic. Trouble de la personnalité antisociale. Une femme, par contre, a de fortes chances d'être diagnostiquée à tort comme ayant un trouble de la personnalité borderline. C'est une erreur qui est documentée et qui a évidemment des conséquences bien réelles sur la vie des gens. Mais alors d'où ça vient cette différence? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que les grands manuels de psychiatrie ont été créés en étudiant principalement des hommes. Ensuite, les symptômes ne s'expriment pas toujours de la même façon. Et puis, bien sûr, il y a les stéréotypes culturels qui pèsent lourd dans la balance et qui influencent l'interprétation du clinicien. Ok, maintenant on va un cran plus loin. Et si ce problème de diagnostic, ce n'était pas juste une simple erreur, si c'était le symptôme de quelque chose de bien plus profond, de bien plus vaste? Cette phrase, elle est vraiment au cœur de toute la réflexion. Elle renverse complètement la perspective. En gros, l'idée c'est que des traits qui sont vus comme un problème dans une société basée sur la construction peuvent devenir de véritables avantages, de vrais atouts, dans une société basée sur la distraction. Et c'est ce qu'on appelle la compétence festive. C'est l'idée que la recherche constante de stimulation, l'impulsivité, le besoin d'être vu, loin d'être des défauts, deviennent en fait des qualités hyper efficaces dans un monde qui tourne autour de l'image, de la séduction et de l'économie de l'attention. Allez, on prend encore un peu plus de hauteur pour comprendre les grandes forces culturelles qui s'affrontent derrière tout ça. En fait, dans toute civilisation, il y a une sorte de tension permanente entre deux grands pôles. D'un côté, on a l'élan de construction, l'éros génératif. C'est la patience, la transmission, les projets sur le long terme. Et de l'autre, on a l'élan festif, l'éros festif. Ça, c'est l'immédiateté, le jeu, la séduction. Ce sont vraiment deux forces culturelles fondamentales. Et le point crucial, c'est que cet équilibre, aujourd'hui, il est complètement rompu. Historiquement, la fête, c'était un moment spécial, un moment précis, encadré par des rituels. Aujourd'hui, elle est devenue la norme, un état permanent qui est encouragé par toute notre culture. Alors attention, il ne s'agit pas d'un complot. Personne ne décide consciemment de promouvoir ces traits. C'est beaucoup plus subtil que ça. Le système, par sa nature même, favorise et sélectionne les individus qui collent le mieux à ses exigences. C'est une sorte de sélection naturelle, mais culturelle. Et maintenant, allons voir ce qui alimente tout ça, le moteur économique qui se cache derrière ce grand changement culturel. Le marketing, les réseaux sociaux, toute l'industrie du divertissement, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et son carburant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la captation du désir, la quête perpétuelle de nouveautés et de stimulation émotionnelle. La logique, elle est assez implacable quand on y pense. Pour capter l'attention, il faut séduire. La séduction devient donc une compétence qui a une valeur économique, une force productive. Par conséquent, les profils psychologiques qui excellent là-dedans sont mis en avant, ils sont valorisés. Et à l'inverse, ceux qui misent sur la patience et la discrétion, eh bien, ils sont structurellement dévalorisés. On arrive maintenant à la conclusion. Et c'est un point vraiment essentiel pour bien comprendre toute la nuance de cette analyse. Voilà, ça c'est peut-être le point le plus important pour ne pas faire de contresens. La critique ici, elle ne vise absolument pas les individus qui ont ces traits de caractère. Elle vise le système qui les instrumentalise, qui les valorise, souvent au détriment d'autres qualités. D'ailleurs, ce système a un coût humain qui est très lourd. Il n'y a pas de vrai gagnant. Pour les personnes qui incarnent cet idéal festif, le risque est énorme, celui de se retrouver face à un vide existentiel terrible une fois que la jeunesse et le pouvoir de séduction commencent à s'estomper. Et on termine avec cette pensée finale, qui résume tout. Consciemment ou non, chaque société définit les profils humains qu'elle permet d'exister et de réussir. La question qui reste en suspens, c'est donc celle-ci. Quel type de profil notre société a-t-elle choisi de rendre viable? Et surtout, à quel prix?